messieurs, vous êtes en direct sur la RTVS1, en train de suivre cette émission Débat ouvert qui reçoit pour vous ce soir l'honorable Kapoya Mutombo Baudouin. Il est élu de la province du Katanga dans le Lualaba, plus précisément à Kapanga. Avec lui, ce soir, nous allons parler de tout le sujet lié à l'actualité. L'actualité reste dominée aujourd'hui par la condamnation de Vital Kamerhe à 20 ans de prison, 10 ans d'inéligibilité, ainsi que d'autres points dont la Cour a soulevé. Nous parlerons également au cours de cette émission de tractation autour des animateurs de la CENI. Nous parlerons ainsi que d'autres sujets liés à l'actualité. Voilà tout, madame, messieurs. C'est dans ces cadres, je dis déjà bonjour, honorable, et bienvenue dans cette émission. Bonjour madame, merci beaucoup. Et comment allez-vous et comment se porte déjà votre province? Bon, on se bat, hein. Ce n'est pas facile, c'est comme partout ailleurs. On espère que ça ira, l'espoir fait vivre. Et Kapanga déjà, comment se présente aujourd'hui Kapanga avec le confinement, le Covid? Oui, heureusement, le virus n'est pas encore là, mais on prend toutes les précautions. On suit les directives de la présidence, du ministre de la Santé. Ils sont tous en masque et ils observent toutes les mesures de barrière. Jusque-là, c'est OK. Ok, donc Kapanga est jusque-là épargné du Covid-19 avec toutes les mesures qui sont en train de prendre. Mais honorable, vous avez suivi quand même religieusement le procès dit de son jour de Vital Kamerhe ainsi que d'autres personnes qui ont été citées dans cette affaire. Comment aviez-vous tout d'abord analysé le déroulement du procès? Oui, mais ce que j'aime beaucoup dans la population congolaise, c'est le sens de l'humour. Vous savez, c'est ça qui fait vivre, avec tout ce qu'il y a ici comme misère, etc. À chaque occasion, ils saisissent pour faire de l'humour. Par exemple, maintenant, autour de ce procès, ils ont dit, le procès s'est passé le 20, on a condamné M. Kamerhe à 20 ans, et c'est en 2020. Alors ils s'amusent à dire 20, 20, 20, 20, 20. Et j'ai rigolé, il y a même un qui a dit là, Madame Chature a commencé son commerce il y a 20 ans. Bon, cela dit, le procès est celui qui s'est passé. Et ce qu'il faudra d'abord souligner, c'est la première fois, la toute première fois dans ce pays, depuis que le pays est indépendant, qu'une si haute personnalité soit interpellée en fonction. Un directeur de cabinet du chef de l'État, il a rang de vice-premier ministre, c'est une grande autorité, mais ça honore la justice, parce que la justice était très critiquée, donc son blason est redoré. Ils ont pris le courage d'interpeller une si grande autorité. Mais quant au procès lui-même, vous savez, le droit, ce n'est pas une science exacte, comme par exemple, disons... La mathématique? Bon, mathématiques, la physique. Physique, voilà. Les droits, il y a une grande part de subjectivité qui intervient, c'est-à-dire la conviction du juge, sa conscience. Bien sûr, il y a des principes de droit, mais au finish, il y a une grande part de sa subjectivité qui influence le procès. À ce niveau, je dirais comme les gens de la Senco que c'est trop tôt d'émettre un jugement de valeur. Parce que partout là où il y a la subjectivité, il y a la conviction, on peut être à gauche, on peut se tromper, on peut avoir sa conviction qui n'est pas nécessairement celle d'un autre. Mais on dit que le bon sens est la chose la mieux partagée au monde. Donc, attendons, comme j'ai entendu dire que les avocats de M. Kamerhe ont interjeté
appel. Attendons voir parce que il n'est pas certain, c'est très peu probable que deux institutions, deux personnes se trompent de la même façon dans leurs convictions. C'est pour ça que le législateur a prévu une série de recours. Voyons voir au deuxième degré maintenant, en appel, comment ça va se passer. Alors, si c'est le même jugement, la même condamnation, là, on va émettre alors quelque chose de positif. Parce que deux juges ne peuvent pas se tromper de la même façon dans leurs convictions profondes. Donc aujourd'hui, les avocats de Vital Kamerhe peuvent avoir un gain de cause dans leur démarche. Donc ça peut ou ne pas tenir. Mais tout à fait, ils peuvent avoir gain de cause. Parce que s'ils n'étaient pas... C'est parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui restent pendants, qui ont fait qu'ils interjettent. En l'occurrence, quels sont ces éléments qui sont restés pendants? Bon, même en passant. Bon, par exemple, ils disent que la condamnation des détournements là. Bon, ils disent non, M. Kamerhe n'a pas détourné, il n'a pas été prouvé là où il a détourné, parce que lui n'allait pas chercher cet argent directement comme un comptable ou un agent payeur directement à la banque. Donc, nulle part on a vu sa signature dans les retraits des fonds. Bon, c'est tout ça qui fait que ils espèrent gagner, enfin ils espèrent avoir gain de cause. Parce que s'ils n'avaient pas cette espérance-là, ils n'allaient pas interjeter appel, parce que nous savons que quand vous interjetez appel, la peine peut doubler, par exemple. Mais, les avocats du ministère public ont parlé d'une vol intellectuelle. Oui, c'est ça. Vous savez, c'est ça. Les vols qui a été organisé par Vital Kamerhe. Oui, un vol intellectuel prévu dans, disons la sanction, prévue où, dans quel livre pénal, tout ça. C'est ça. C'est tout ça qui fait que les avocats pensent qu'ils peuvent avoir gain de cause. Oui, c'est ce qu'ils ont dit, un vol intellectuel, tout ça. Bon. C'est peut-être la première fois que j'entends moi parler de cette infraction-là. mais aujourd'hui, 10 ans d'inéligibilité pour le président de l'UNC, est-ce que c'est pas trop pour lui? Ah, je ne sais pas. C'est pas un mort politique déjà pour Vital Kamerhe. Je ne sais pas comment me mettre à la place des juges pour dire que c'est trop. Mais si la sentence est maintenue, on peut dire que c'est la mort politique. Pour Vital Kamerhe. Pour Vital Kamerhe, que j'aime bien moi. C'est vraiment sa mort politique. Ce serait vraiment dommage parce que on a besoin de tout le monde pour ce pays. Besoin de tout le monde, comme vous l'avez si bien dit, mais il y a des affaires qui se succèdent. Aujourd'hui, l'affaire de Vital Kamerhe qui vient de se terminer, il y a également l'affaire de Pascal Mukuna qui bientôt aussi va se terminer. Comment, vous, en tant que politique, la succession de ces affaires, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui l'état des droits est en marche? Bon, l'état des droits est en marche, c'est disons, prendre le bouc par les cornes, hein? C'est-à-dire c'est un peu trop affirmer cela. Mais ce que je constate, c'est la liberté de la justice, c'est-à-dire les juges interpellent n'importe qui. Mais pour l'évêque, je ne sais pas comment vous l'appelez, l'évêque ou quoi, je ne sais pas. Mais pour lui, j'ai l'impression qu'il a cru en une certaine protection. On l'a induit en erreur parce qu'aujourd'hui il est abandonné à son propre sort. Vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, bon moi je n'étais pas encore député ici, mais je suivais sur les réseaux sociaux. L'évêque Mukuna était l'un des grands défenseurs du kabylisme. Je me rappelle une fois, il disait à ses fidèles, ah si vous pensez que moi, c'est moi qui vais faire sortir le président Kabila, non, l'Église n'a pas à se mêler dans ce genre de choses. L'autorité vient de Dieu. Hein. Même une fois, il a dit, bon, on a dit
dans les histoires des élections, là, les machines. Les machines à voter. Oui, oui, les machines à voter, c'était ça, c'était comme ça. Ah, or, vous avez vu que ce n'était pas ça. En tout cas, applaudissez un peu pour le président Kabila. Il a souffert. Et les chrétiens ont applaudi. Moi, j'ai suivi ça sur les réseaux sociaux. Je me suis posé cette question de savoir qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, il retourne la Kazakh à 180 degrés. Alors, je me suis dit, quelque part, il y a des gens qui l'ont induit en erreur, peut-être, parce qu'il aurait pu aller mollo, tout doucement. Il n'est pas tombé dans ce genre de piège. Bon, je crois qu'il est tombé dans un piège. Moi, personnellement, je crois qu'il a cru en une certaine protection tribale, peut-être, je ne sais pas ou quoi. Mais aujourd'hui, il est là, abandonné à son triste sort. Et comment expliquer que ce film-là est couru sur tous les réseaux là-bas? Qui a filmé? Donc il est tombé dans un piège. Bon, il dit que ce n'est pas lui. Bon, c'est possible, il y a beaucoup de montages. Mais je crois, moi personnellement, je crois que c'était lui. C'était voilà. Lui, donc ça c'est votre point de vue. Ça n'engage que moi. Mais aujourd'hui, honorable, vous en tant que politique, quelle est la sentence qu'on peut donner aujourd'hui? Le verdict d'ici là va tomber pour Pascal Moukouna. Et si l'homme des dieux arrivait à être condamné? Il le sera. Il le sera. Oui, certainement, parce que les infractions sont là. Les infractions sont là. Il paraît qu'il a saisi, il a confisqué comment un titre de parcelle là, d'une veuve de quelqu'un qui a travaillé avec lui. Mais certaines opinions parlent d'un montage de la part de Mami Chibola qui a instrumentalisé l'affaire. Oui. Bon, écoutez, elle doit se sentir lésée quelque part en quelque chose pour d'abord s'attaquer à un homme de Dieu. Vous voyez, il y a déjà une barrière, il y a déjà plusieurs hésitations. Mais franchir le Rubicon comme ça et s'attaquer à l'homme de Dieu, elle doit avoir ses propres raisons qui l'ont poussé là. Donc elle doit être lésée dans quelque chose. Lésée dans quelque chose. Oui, et oui. Selon les avocats de Pascal Moukouna, il n'y a pas eu viol entre Mami Chibola et l'évêque Moukouna, si cela était vrai. Je ne sais pas, je n'ai pas je n'ai pas tous les éléments pour dire que c'est vrai qu'il y a eu viol ou il n'y a pas eu viol, mais à voir ce qui se passe sur les réseaux. Si réellement c'était lui, vous voulez me dire que madame elle était consentante? Si c'était réellement l'évêque Moukouna, sur les images qui passent, si c'était réellement lui, donc il n'y a pas eu viol, madame était consentante. Elle était consentante parce qu'à plusieurs fois, c'est la dame, elle venait, c'était une habitude. Oui, bon, elle dit que c'était la troisième fois, c'est une habitude pour récupérer, il semble que c'est la condition. Je dis bien il semble, je n'ai pas été là, il semble que c'est la condition que l'évêque avait donnée pour récupérer le certificat en question. Vrai ou faux, bon, vous savez, je n'écarte pas le montage. Il y a eu, ici aujourd'hui, la technique est très poussée, il y a des cerveaux là qui vous jouent avec, avec des appareils là. Vous savez, on peut, tel que nous sommes en train de faire passer l'émission, quelqu'un peut détacher ma tête et mettre la tête de quelqu'un d'autre et dire que c'est lui qui est en train de dire ça alors que c'est moi. Vous voyez, ça c'est très fréquent. Je n'écarte pas la technique du montage. C'est possible. La technique est très poussée aujourd'hui dans ce domaine-là. Maintenant, où faire la ligne de démarcation entre le montage et la réalité? Bon, nous référons au réseau qui, disons, au montage qui circule sur les réseaux, on dit que c'est lui. Mais c'est vraiment malheureux, vraiment dommage pour un homme de Dieu être coincé dans ce piège-là.
Quittons l'affaire Mukuna, parlons maintenant au niveau de l'Assemblée nationale où plusieurs sujets défrayent la chronique. Hein. Aujourd'hui, avec la proposition de loi du député national Oba Minakou et Gary, hein, qui suscite réellement de réactions. Hein. Honorable, comment analysez-vous cette proposition déjà qui n'enchante pas certaines opinions? Bon, on ne nous a pas encore distribué officiellement, cette proposition de loi de l'honorable Obé Minakou et l'autre, ils sont à deux. Mais ça circule déjà dans les réseaux. Pour ça, hein, il y a des gens forts. Moi, je suis député, je n'ai pas encore ça. Mais il y a déjà des gens qui ont ça et que ça circule déjà dans les réseaux. À vrai dire, il y a quelque chose qui est bien dans ça. Moi, parce que je l'ai lu, je viens de le lire hier, même en ne l'ayant pas encore eu officiellement. J'apprécie quand on dit que les procureurs doivent se rencontrer ensemble pour diriger comment la politique de la justice, des choses comme ça. Ça, c'est positif parce qu'il n'y aura pas un seul procureur à lui seul qui se réveille au matin et il décide ça, des choses comme ça. Comme nous avons eu à nous plaindre, nous, à l'Assemblée, avec le Conseil d'État, quand on a suspendu. Quand ils ont saisi. Oui, quand ils nous ont empêchés d'accès. Oui, d'entrer et de siéger. Bon, à ce moment-là, il n'y aura pas un seul type qui se lèverait au matin et qui déciderait comme ça. Ça, c'est positif. Mais la Constitution de 2006 avait consacré l'indépendance de la justice. Telles que les choses sont proposées, c'est comme si on voulait soumettre encore les magistrats à l'autorité du ministre de la Justice. Et ça serait faire 5 pas en arrière dans la séparation des pouvoirs. Mais aujourd'hui, l'esprit qui anime un peu cette proposition de loi, oui. Est-ce que c'est un esprit qui est là pour caporaliser les hommes de la justice, ou bien c'est vraiment dans des stratégies politiques? Bon, je crois que c'est dans les stratégies politiques. Vous savez, c'est pour un peu, moi je pense, c'est pour un peu tempérer l'ardeur des juges de la justice pour le moment. Parce qu'ils viennent de commencer, on ne savait pas à qui le prochain tour. Et là, je crois que c'est pour un peu prévenir. Mais ce que j'ai retenu, tout n'est pas mauvais là-dedans. Je viens de citer la conférence, disons, la réunion des procureurs. Ça, c'est positif. Voilà, ça, c'est positif, c'est très bien. Hein? Ça empêche un peu les gens d'être cavaliers. Mais aujourd'hui, avec la majorité qui est au niveau de l'Assemblée nationale, ne voyez-vous pas déjà que la loi, le loi en question, les propositions de loi passeront si facilement, hein, même si cela n'enchante pas certaines la population? Vous avez raison, la démocratie étant la loi. Et aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas une façon pour fragiliser un peu l'état de droit? Ah, ça oui, ça oui. Vous avez raison, hein, comme je le disais, la loi de la démocratie, c'est les nombres, c'est-à-dire ceux qui sont majoritaires ont tous les loisirs de faire passer. Parce que quand ça cloche à l'Assemblée, qu'est-ce qu'on fait? Vous votez. Allez, qui sont pour, qui sont contre? Alors, comme ils sont majoritaires, ça passe. Ça passe. Mais même si ça doit passer, ça passera difficilement parce qu'il faut compter avec les magistrats eux-mêmes aussi. Ah bon? Ah oui, parce que nous espérons qu'ils vont lutter pour leur indépendance, ils vont, avant que ça passe. Si ça passe, ça ne sera pas de toute, disons, facilité. Hein. Si ça passe, ça passera in extremis. Parce que les magistrats à qui on voudrait, disons, réduire un peu son indépendance, va un peu essayer de s'opposer, va un peu essayer de crier, des choses comme ça. Alors,
si on réunit toutes ces forces-là contre, ça pourrait peut-être équilibrer. Et déjà avec la majorité au niveau de l'Assemblée nationale et avec le magistrat Par et même. exemple, voilà. Mais il y a déjà un déséquilibre. Avec les députés de l'opposition. Mais il y a déjà un déséquilibre. Déjà, et ils ont déjà la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. En ajouter, partout, même si le pas magistrat, seulement l'Assemblée nationale, même si Sénat, partout, ils sont majoritaires. Mais il y a un problème. Même dans les assemblées provinciales. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème dans ces propositions de loi? Oui. Problème il y a parce que il faudra vous dire, il faudra déjà vous poser cette question-là. Qu'est-ce qui a inspiré les autres pour faire cette proposition de loi? Qu'est-ce qui se cache derrière? Parce que, voilà pourquoi est-ce que je parlais de l'esprit. Voilà. Hein? Parce que s'il n'y avait rien, on ne ferait pas cette proposition. Est-ce que les FCC aujourd'hui n'est pas en perte de vitesse au niveau de la justice? Et voilà pourquoi est-ce qu'il veut aujourd'hui rebondir d'une autre façon, pour avoir le contrôle de la justice. C'est ça, parce que les ministres de la justice aujourd'hui, le ministre de la justice qui est là, il est d'FCC. Oui, il est d'FCC, le ministre de la justice. Bon, si la proposition de loi passée, vous voyez, il aura toutes les forces en main pour avoir la main sur la magistrature. On ne sait pas exactement ce qui a comment stimuler les autres, ce qui a motivé les autres pour proposer cette loi-là. On le saura avec le temps, mais il y a anguille sous roche. Honorable, est-ce que ça, c'est pas tailler quand même nos lois vraiment à la taille de la personne aujourd'hui, qui est le FCC? Bon, écoutez, moi je me suis posé la question de savoir pourquoi seulement maintenant, quand il y a les problèmes de la magistrature qui prend de plus en plus de l'ampleur, qu'on propose cette loi-là. Nous sommes, cette législature, c'est depuis une année et 5 mois, 6 mois à peu près. Pourquoi ne l'avoir pas proposé au début, s'il n'y avait pas de calcul politicien là-dedans? Pourquoi seulement maintenant? Et tant que député, quel est votre point de vue par rapport à ce sujet, un point de vue objectif que la population peut retenir venant de l'honorable Kapoya? Par rapport à ces propositions de loi, déjà qui posent problème au niveau de la population? Non, je crois, en toute âme et conscience, je crois que si cette loi passait, on a reculé de 10 pas, de 5 pas, l'état des droits. La séparation des pouvoirs. Parce que si la justice doit dépendre maintenant de l'exécutif, du ministre de la justice, moi je me rappelle à un certain moment, il y a eu 2 procureurs qui s'étaient plaints que le ministre de la justice voulait s'immiscer dans des poursuites judiciaires qui étaient en cours. Ils ont refusé parce que on n'a su rien leur faire, parce que avec la séparation des pouvoirs, ils n'ont pas d'injonction de recevoir du ministre de la Justice. Maintenant, imaginez que cette proposition de loi passe. Eh bien, le ministre de la Justice n'a qu'à donner des ordres. Arrêtez ces procès-là. Et non, faites ça. Il n'y aura plus d'indépendance de la justice. Hein. En toute sincérité, je préfère le dire. En tout cas, en toute sincérité, aujourd'hui, l'indépendance de la justice congolaise est mise à mal par ces propositions de loi que le député national Obaminako a proposées au niveau de l'Assemblée nationale. En tout cas, la question reste pendante et on attend voir comment est-ce que le député vont voter au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que ça va passer, ça ne passera pas? Est-ce qu'aujourd'hui la majorité va s'imposer? Donc, attendons voir. Mais honorable, on a vu le premier vice-président, Jean-Marc Kabound, être mis de côté par la Cour constitutionnelle. Mais d'aucuns se posent. On a vu le Conseil d'État lui donner raison, mais subitement, il y a eu rebondissement dans l'affaire. La Cour constitutionnelle a
a rendu l'arrêt contre le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Non, je ne suis pas dans le secret, disons, de la justice. Je ne suis pas non plus dans le secret de la Cour constitutionnelle. Moi, je crois que la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt en toute indépendance, en âme et conscience. Parce que la proposition qui mettait le premier vice-président de l'Assemblée en marge du bureau ne venait pas du bureau, hein, c'est un député, Jean-Jacques Mamba, un collègue qui a initié. Hein. Et quand il a initié cette proposition, c'est après avoir fait plusieurs démarches auprès du premier vice-président pour essayer d'obtenir des justifications, oui, des justificatifs quant à sa déclaration de 7 millions-là de dollars qui a mis tout le monde en mal. Hein. D'abord, nous, députés, on commençait à soupçonner les bureaux, que les bureaux est en train donc de bouffer beaucoup d'argent. Mais jusque-là, le bureau ne vous a pas toujours éclairci hein, par rapport à ces dossiers. Hein. Ça va venir parce qu'il est prévu comment une justification de l'utilisation des finances des mois passés. Et donc, il y avait nous qui soupçonnaient les bureaux, mais il y a nos propres électeurs qui disaient, oui, qui nous soupçonnaient maintenant, nous, que nous bouffons beaucoup d'argent à gauche, à droite, parce que moi, quand je vais voir ma base, hein, j'ai fait une certaine... geste. Oui, on fait soigner les malades, on fait enterrer les morts, parce que quand vous êtes là, surtout que c'est dans un territoire, dans un village, on ne regarde que vous durant tous les séjours. Alors, il y a des moments, vous dites ça, je ne sais pas faire, d'abord, ce n'est pas à nous de faire ça, mais le moyen que nous avons ne nous permet pas. Bon, qu'est-ce qu'ils vont penser? Oh tiens, l'honorable Manté, ils ont, donc en dehors du salaire, là, des émoluments, ils ont encore, chaque fois qu'il y a un congrès, autant d'argent. Vous voyez, ça nous mettait en mal avec les électeurs. Et puis, nous les députés, nous étions contre les bureaux, ça mettait en mal les bureaux. Donc c'était quelque chose qui allait vraiment casser la confiance qu'il y a entre les uns et les autres. Donc aujourd'hui, le premier vice-président est déchu de son poste par l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Oui. Il reste néanmoins député. Hein. Il reste député national, simple. Ah oui, il sera avec nous là-bas. Là-bas en bas. Ah, c'est comme ça. S'il veut siéger, il sera avec nous. Il reste député. Ça, c'est un mandat populaire, un mandat que la population lui a donné. Ça, personne ne sait le lui arracher, sauf cas de flagrance ou quelque chose comme ça. Mais est-ce qu'il y a la possibilité que lui aussi aille en appel pour contester la décision de la Cour constitutionnelle? Non. Les décisions de la Cour constitutionnelle ne vont pas en appel. C'est une fois, et ne se discute pas. C'est vraiment le summum. Donc il n'y a plus d'autres possibilités? Non, il n'y a plus d'autres. Donc c'est fini? C'est fini. Là, Mais parlons un peu de la procédure par rapport à cette question. Est-ce que les procédures au niveau de l'Assemblée nationale ont été remplies pour que Jean-Marc Aboune puisse aller en justice? Bon. Et à quel niveau, lui, il a péché? Non. La seule procédure qui a manqué, disons, le seul fait qui a manqué dans la procédure de destitution de l'honorable premier vice-président, c'est le fait qu'on se soit prononcé en son absence. Il fallait qu'il soit là pour avoir aussi des moyens de défense. Mais on ne pouvait pas attendre éternellement. S'il ne voulait pas venir 3 mois, 4 mois, il ne venait pas. Parce que ce jour-là, il n'est pas venu tout en sachant qu'il y aurait ça. Bon, on n'allait pas attendre éternellement. C'est pour ça qu'on est passé outre cette disposition-là. C'est tout ce qu'il y a eu. Bon, j'ai cru entendre aussi dans sa défense qu'il a été signifié
en retard, les délais étaient déjà passés. Bon, là, je ne sais pas, je n'ai pas vu les dates d'entrée, les dates de sortie. Pour moi, j'ai retenu seulement ce grief-là, qui était valable. Mais là, on n'allait pas attendre éternellement. Mais Jean-Marc Aboun quand même a parlé des 7 millions hein, ouvertement, mais vous le député aussi, vous demandez est-ce qu'on vous ajoute encore 2000 dollars au moment où la RDC est en train de passer une crise hein, liée à la Covid-19. Mais honorable entre nous quand même, vous ne voyez pas que vous demandez quand même trop? Bon, madame, il y a un malentendu de ce côté-là. À quel niveau? À quel niveau? Les députés ont voté une loi budgétaire qui devait s'appliquer ici en 2020. OK? Et là-dedans, les députés ont demandé qu'on applique intégralement maintenant les budgets qu'on a votés pour 2020, où il y a augmentation des professeurs, des militaires, des policiers, tout ce monde-là. Vous savez que, contrairement aux législatures passées, où les députés avaient nagé entre 10 000 dollars et 12 500 dollars, ici ce n'est pas le cas. Comme on avait dit qu'il faudra, comme le président était de bonne foi, il a dit qu'il fallait, il allait augmenter les soldes des militaires, des policiers, des enseignants, des médecins, des professeurs. Nous, on était de bonne foi parce qu'on a commencé avec 6 500 dollars. Donc aujourd'hui, si on vous ajoute 2000, ça fait 8 500 dollars. Non, c'est ce que je voudrais dire. On a commencé avec 6 500 dollars, mais avec les taux avec lesquels on avait commencé 980. Mais c'est pareil dans toutes les institutions et dans tout le ministère. Mais pareil. La loi budgétaire, maintenant ici, on devait appliquer les taux de 1680. C'est ces taux-là. Parce que quand on vous dit 6 500 dollars par exemple, qui sont payés en francs congolais. L'écart là, de taux. Les taux, voilà, l'écart de taux. Au finish, vous n'avez que 3 500 dollars par exemple, réellement, en prenant les taux réels qui est observé sur les marchés. C'est ça, on a demandé qu'on applique la loi budgétaire de 2020 où tout le monde se retrouve, où toute la population se retrouve dans l'amélioration sociale. Il n'y a pas que les députés. Mais la question des députés, ça, on en parle hein, dans tous les sens. Du fait que aujourd'hui, les enseignants, le professeur d'université ne se retrouvent pas honorables. Bon, vous voyez, il faut dire encore que les députés étaient modestes par rapport aux professeurs d'université qui, eux, pincent sans rire, réclament 5 000 dollars d'office. Bon, et moi, je prends mon exemple à moi. Quand je vais, j'étais à ma base au mois de décembre. Je suis resté avec ma base de décembre en février. Je suis rentré à Lubumbashi en février. Hein. Ma base, c'est à 1000 km de Lubumbashi. C'était pendant la saison pluvieuse. Il fallait affréter un petit avion, un petit porteur, 8 000 dollars. Aller, et les jours, il est venu me reprendre 8 000 dollars. Vous savez, il y a quelqu'un que je respecte beaucoup qui disait, c'est un philosophe, qui a une certaine honte d'être heureux à la vue de certaines misères. Quand moi je vais au village, chez moi, je trouve que même pour le sel, c'est un problème pour ma population là-bas. Il y a des gens qui mangent, qui n'ont pas de moyens, qui mangent des histoires non salées. Aujourd'hui, 21e siècle, sorry. Mais moi je me dis, je me sacrifie, les peu que j'ai, j'interviens. Quand je vois qu'il y a une route hein, où le pont a été coupé, même nos vieilles mamans pour passer là-bas, elles doivent soulever leur panier jusque quelque part. Ben, c'est scandaleux ça. Eh bien, je me mets au four et au moulin. Je fais arranger tant soit peu le pont. En question. Alors que c'était au gouvernement de faire ça. Bon, alors, d'où viendra ce petit moyen? C'est ainsi que les députés ont expliqué dans leur rapport de vacances parlementaires les problèmes qu'il y avait. Et d'ailleurs, si ça ne dépendait que
de la réalité sur terrain, je crois que même 2000 dollars ne suffisaient pas. Il fallait aller encore un peu plus loin. Mais Seulement, Mhm. les choses étant ce qu'elles sont, bon, on a dit, on soulage un peu hein, les devoirs des députés. Parce que, madame, il y a des coins ici dans la République où depuis 10 ans, par exemple, aucun ministre national n'est passé là-bas. Donc il y a aujourd'hui il y a un problème avec notre gouvernement dans sa Mais gestion. oui, c'est les députés qui, pour être en confiance avec ses électeurs, qui va là-bas. Et tout tombe sur lui. Hein. Donc, ventre affamé n'a point d'oreille. Mais on ne doit pas quand même oublier la source hein, qui est notre éducation, hein, l'éducation. Donc on ne doit pas l'oublier. Les enseignants, tout d'abord, on doit le mettre en avant-plan, honorable. Non, parce qu'aujourd'hui, tout ce que vous avez comme connaissance, ce sont les enseignants, ce sont le professeur. Si eux ne vous avaient pas transmis ça, donc vous n'allez pas être aujourd'hui ce que vous êtes. Donc un peu aussi militer pour eux. Mais nous avons milité pour eux dans la loi budgétaire 2020. Et tout ça est là. Il y a l'amélioration de leurs conditions de vie. Moi-même, ici, je donne cours à mon ISP dans mon village. C'est ainsi que je suis arrivé à être élu. Donc, depuis 5 ans, j'allais donner cours à l'ISP Moussumba gratuitement. Je suis enseignant, j'en sais quelque chose. Donc, nous tendons vers la fin de cette émission, Madame, Messieurs. Mais nous n'allons pas terminer quand même cette émission sans pourtant parler de ce qu'a été la session de mars. En fait, quand il y a l'état d'urgence, l'Assemblée continue à fonctionner. Parce que quand le président prend, disons, une ordonnance, par exemple, de prolongement, il faut qu'elle soit votée après à l'Assemblée. Maintenant, supposons qu'il y ait eu vacances, tous les députés sont rentrés, ils sont partis. Comment ça va se passer? Qu'on les fasse rentrer en une session extraordinaire, ça coûte beaucoup plus cher. C'est pour ça qu'avec l'état d'urgence, on est là et les plénières continuent à se tenir, pas plus tard que le samedi, il y a eu une plénière, hein, le samedi passé. Oh, il y a eu beaucoup de lois qui ont été votées. Par exemple, je retiens la loi sur l'agence contre la corruption, hein, la création de cette agence-là, de l'honorable Lokondo. Hein. Il y a eu la loi sur l'attention qu'on doit accorder aux personnes handicapées, de l'honorable Eve Bazaïba. Il y a eu beaucoup d'interpellations aussi. Hein. Les ministres ont défilé pour, cette fois-ci, les honorables, pour expliquer dans des commissions. Hein. On attend encore le ministre de l'Intérieur, par exemple, qui devra venir. Il y a eu beaucoup d'interpellations là, mais au début, quand le Covid-19 a commencé, pour ne pas exposer les députés, on a mis au point cette procédure-là de visioconférence où chaque député, parce que le nombre était de 67 qui devaient être à la plénière, et chaque député pouvait suivre et intervenir à partir de chez lui. Comme ça. Donc, Madame, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aviez envie de dire et que vous ne l'avez pas dit au cours de l'émission et que vous voulez les dire? Oui, je voudrais tout simplement encourager la population congolaise hein, d'être courageuse, d'avoir foi en l'avenir. Tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, de vivre aujourd'hui, d'autres peuples sont passés par là. Hein, ils ont vécu ça. Mais c'est ce courage-là de se mettre ensemble, d'orienter nos actions pour notre avenir, qu'il soit meilleur. Et nous ne devons pas nous décourager. Luttons ensemble pour notre bonheur. Voilà.
Lit-on ensemble pour notre bonheur à tous. C'est à ces termes que nous mettons un terme à cette émission, Madame, Monsieur, vous qui nous suivez de partout à travers le monde, plus précisément à Kapanga, dans le Lualaba. Donc, merci à tout le monde. Merci à Brandon Milalou, Arsène Makessi, merci à Miss Chumba, merci à Tonton Ebongo, Blaise Ndombe, merci à Bijun Jonji Bateko qui ont concouru pour la réalisation de cette émission. Quant à moi, je vous dis merci et restez branchés en compagnie de la télé démocratique. Au revoir.